Nouvelle escalade ces dernières heures au Moyen-Orient avec ces frappes de l'Iran contre la Jordanie, mais également contre le Bahreïn et le Koweït, pays du Golfe, accusés de porter la responsabilité morale de frappes américaines sur le territoire iranien. Des bombardements présentés par Washington comme des représailles après qu'un de ces hélicoptères a été abattu par la République islamique. Le déroulé des dernières heures avec Nicolas Chamontin, Jean Barrère et Lou Kissiela. Des missiles iraniens tirés dans la nuit. Avec ces images diffusées par les gardiens de la Révolution, l'Iran annonce avoir visé des bases militaires américaines à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. Malgré ces défaites sur le champ de bataille, les États-Unis ont choisi de tester notre détermination. Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse. Quittez notre région si vous voulez être en sécurité. Une riposte à des attaques de Washington plus tôt dans la nuit contre des cibles autour du détroit d'Ormuz. Les médias iraniens rapportent des explosions sur l'île de Keshm, cruciale pour les exportations de pétrole, ou encore à Sirik et Bandar Abbas. L'armée américaine dit avoir visé des installations de défense aérienne, des postes de contrôle au sol ou encore des sites de radars de surveillance iraniens. Les forces du commandement central américain ont commencé à mener des frappes d'autodéfense contre l'Iran. La mission est une réponse proportionnée à une agression iranienne injustifiée. Le déclencheur, un hélicoptère Apache abattu lundi par l'Iran au-dessus du détroit d'Ormuz. Les deux pilotes ont pu s'éjecter et être secourus par un drone naval américain. Les forces américaines déclarent l'opération désormais terminée. Malgré cet embrasement, Donald Trump se dit toujours optimiste quant à la conclusion prochaine d'un accord de paix. Et donc on va plus loin dans ce dossier avec Axel May, notre chroniqueur international. Axel, on vient de le voir, le président américain, est-ce qu'il avait d'autres choix que de répondre, répliquer à l'Iran ? Non, non. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il a annoncé que l'hélicoptère a été abattu par les Iraniens vis-à-vis de l'opinion publique aux États-Unis et de ses alliés dans la région, il se devait de réagir. Je rappelle qu'avant que Donald Trump ne parle de cette réaction militaire à venir et qui est venue ce matin, le commandement des opérations américaines au Moyen-Orient, qu'on appelle le CENTCOM, s'était contenté d'évoquer un hélicoptère qui s'était abîmé en mer près du détroit d'Ormuz et que les deux pilotes avaient été récupérés sains et saufs sans préciser l'origine du crash. Il s'agit d'ailleurs d'un H-64 Apache. C'est un hélicoptère d'attaque très utilisé dans l'armée américaine, dont vous voyez ici une vidéo de démonstration actuellement produit par Boeing, cet hélicoptère. Et c'est un symbole à sa manière, cet hélicoptère d'attaque, de la supériorité militaire des États-Unis, comme l'était et comme l'est le chasseur F-15 qui avait été abattu en avril dernier au-dessus de l'Iran et dont le sauvetage spectaculaire de l'officier navigant avait servi aux Américains pour dire regardez, nous sommes capables, nos forces spéciales sont capables d'aller récupérer un officier même en territoire hostile. Bref, à partir du moment où Donald Trump précise que c'est l'Iran qui a battu cet hélicoptère Apache emblématique des forces américaines et qu'il allait répliquer, bien forcément il allait répliquer, et c'est aussi une façon de montrer que c'est lui qui décide. Je rappelle qu'entre dimanche et lundi, la région était proche de s'embraser de nouveau lorsque les Israéliens ont répliqué à des frappes iraniennes sans l'accord visiblement de Donald Trump. Là, il dit « Regardez, c'est moi qui tire les ficelles ». Et comme le soulignait ce matin notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin, avec une vingtaine d'objectifs ciblés, c'est une vraie réplique qui a été faite, c'était pas juste un petit missile de mécontentement, et le bilan militaire apparaît dès lors en faveur des Américains. Alors, vous restez avec nous, Axel May. On va se placer du point de vue iranien. Avec ce regain de tension, faut-il encore croire à une solution diplomatique ? L'Iran continue de négocier, mais n'hésite pas à frapper sur le terrain. Alors, quel est le jeu de la République islamique ? Élément de réponse avec Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Alors, l'Iran affirme qu'il y a eu plusieurs déclarations dans la nuit de plusieurs responsables, qui est notamment Ali Bagheri, le numéro 2 du Conseil suprême de la sécurité nationale, qui a affirmé que le fil n'était pas rompu, qu'il y avait des échanges de documents par l'intermédiaire du Pakistan et le Qatar. Les discussions se poursuivent, mais il n'y a pas encore d'accord sur le sort du détroit d'Ormuz. Et également, il a affirmé qu'il n'était pas question de parler des stocks d'uranium enrichi
de l'Iran. Donc ça, c'est un point très important, peut-être plus important que le détroit d'Ormuz pour les Américains en tout cas. Ensuite, il y a une déclaration, donc un avertissement de Mohammad Bagher Ghalibaf, qui dirige l'équipe de négociateurs iraniens, qui a affirmé dans un texte sur le réseau X que l'Iran, à l'adresse de Donald Trump, que l'Iran maîtrisait le langage de la diplomatie, mais maîtrisait encore mieux d'autres langages. Si vous ne tenez pas vos engagements, nous allons utiliser le langage que nous maîtrisons encore mieux, ça veut dire le langage de la guerre. Et donc on a vu la riposte iranienne contre des bases américaines dans la région et même jusqu'en Jordanie. Il a affirmé que les États-Unis, l'Iran allait utiliser ce langage si les États-Unis ne respectaient pas. Et puis il y a aussi une déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères qui demande aux Américains de quitter la région si vous voulez sauver votre vie, protéger votre vie. La meilleure solution, c'est de quitter la région. Le détroit d'Ormuz ne fait pas partie des eaux internationales, ça fait partie des eaux nationales iraniennes et omanaises, et c'est pas votre affaire, c'est notre affaire, a-t-il affirmé. Donc, sur ces différents points, il y a encore beaucoup de divergences, même si le fil n'est pas rompu. Voilà pour la correspondance de Siavosh Ghazi. Axel May, que faut-il penser de cette réponse de Téhéran? Qu'est-ce que ça dit du pouvoir iranien? Déjà, ça dit que dans cette guerre qui est autant militaire que de communication, comme toutes les guerres modernes, les belligérants n'ont évidemment pas le même regard. Mathieu Maba nous disait, je vous le citais ce matin, que c'est une vingtaine de sites militaires qui ont été visés. Les Iraniens, eux, confirment qu'une vingtaine de sites ont été visés par les Américains, mais sans préciser qu'ils sont militaires. Ils insistent au contraire sur les vagues, et vous l'avez entendu à travers les propos de Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran, à travers les vagues, les frappes de missiles et de drones qui ont suivi contre les intérêts américains dans la région. Et les gardiens de la révolution armée idéologique du régime assurent par exemple qu'il y a eu cette base d'Azraq en Jordanie qui a été visée et qu'ils ont détruit, disent-ils, 4 cibles majeures, notamment des groupes de chasseurs F-35 sur cette base aérienne dont vous voyez ici les images à l'écran, et ainsi que le centre de commandement militaire américain sur place. En réalité, les dommages semblent être très limités, voire inexistants, mais quoi qu'il en soit, le régime montre qu'il est toujours en mesure de répliquer, même si on peut se demander qui c'est le régime aujourd'hui. Je citais les gardiens de la révolution. Qui gouverne encore vraiment l'Iran depuis la mort au premier jour du conflit, tué par une frappe américano-israélienne de Khomeini, l'ayatollah. Donc qui aujourd'hui est véritablement maître du pouvoir en Iran? Mais ce régime montre qu'il est toujours en mesure de répliquer. Et en début de semaine, c'est ce même régime qui avait mené les attaques contre les Israéliens. C'est lui qui avait pris une démarche offensive et non pas défensive. Et puis, comme il le fait à chaque fois, il tente d'impliquer l'ensemble des pays de la région, les systèmes de défense aérienne au Koweït, à Bahreïn ou en Jordanie ont ainsi été déclenchés. Alors, on a assisté depuis le début de la trêve entre le Washington et Téhéran des petits coups de canif au cessez-le-feu. Est-ce que les frappes auxquelles on assiste ces dernières heures font penser que le scénario d'une reprise durable des hostilités est probable? La logique, si on peut parler de logique dans un conflit, voudrait que non. Alors il y aura peut-être dans les prochaines heures quelques échanges de missiles ou de drones supplémentaires, mais dans la mesure, et ça c'est important, où il n'y a pas eu, en tout cas au moment où l'on se parle, de victimes américaines, la Maison-Blanche n'est pas dans l'obligation de répliquer vis-à-vis de son opinion publique. Elle n'a pas besoin, entre guillemets, de venger des citoyens américains. Les Iraniens eux-mêmes assurent que le fil des discussions n'est pas rompu. Disons quand même que l'optimisme affiché hier encore par le président américain quant à la conclusion rapide d'un accord avec l'Iran s'éloigne. Il nous disait même, le président américain, d'ici 2-3 jours, donc d'ici jeudi, on aura un accord. Ça s'éloigne, mais un peu plus de 100 jours après le début du conflit et plus de 2 mois après ce fragile cessez-le-feu, la tendance, avec toutes les précautions d'usage, est encore vers une sortie de crise. Et d'ailleurs, pour appuyer mes propos, les cours du pétrole sont quasiment stables. Ça veut dire que les marchés
eux-mêmes ont de l'espoir que le conflit s'achève, ou en tout cas que ça ne soit pas un nouvel embrasement de la région, ce que les frappes auxquelles on vient d'assister ces dernières heures. Axel May, merci beaucoup Axel, chroniqueur international sur France 24.